Et bonjour Nissart et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Tonissa, l'analyse. On va analyser aujourd'hui Nantes-Nice, donc le match qui s'est déroulé hier, victoire 2-1 de nos Niçois. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc l'analyse un petit peu avec les statistiques bien évidemment, la note individuelle pour chaque joueur, l'analyse aussi tactique de Adrian Urcea et pour finir, qu'est-ce que Nice aurait dû faire pour faire un match parfait ou du moins faire un meilleur match en deuxième mi-temps puisque c'est là que on a un petit peu baissé de rythme, baissé en intensité et qui aurait pu nous coûter tout simplement le match et on va analyser tout ça maintenant. Au niveau des statistiques, l'analyse statistique du match, donc en termes de possession de balle, c'est quasiment du 50-50, c'est 51% pour Nice et 49% pour le FC Nantes. Au niveau des duels remportés et des duels aériens remportés, c'est exactement la même statistique, 52% pour Nantes et 48% pour l'OGC Nice. Donc tout simplement, pourquoi des stats aussi proches? Pourquoi ce 50-50 au niveau des statistiques? Tout simplement parce qu'il y a eu dans ce match une mi-temps chacun, hein. Ça a été vraiment une grosse bataille au milieu du terrain et notamment au niveau des duels euh, au niveau du sol et des duels aériens, puisque 52% contre 48% de chaque côté, hein, duel remporté et duel aérien remporté. En première mi-temps, une très bonne récupération haute par le pressing mis en place par l'OGC Nice, donc ce qui nous procurait une projection vers l'avant très rapide puisque chaque joueur mettait beaucoup de vitesse, notamment Amin Gouiri, Hassan Kamara qui débordait beaucoup sur son côté, Thuram qui apportait un soutien offensif notamment. Et le très bon placement aussi, au niveau placement, le très bon placement de Kasper Dolberg qui nous a permis de remporter ce match. Au niveau des tirs, c'est 18 tirs pour Nantes et 17 tirs pour Nice. Encore une fois, une stat qui est en 50-50. Au niveau des tirs cadrés pour Nantes, c'est 6 tirs cadrés et 8 tirs cadrés pour l'OGC Nice. Donc là, vraiment, encore une fois, une mi-temps chacun, hein, 18 tirs pour Nantes et 17 pour l'OGC Nice, 6 tirs cadrés pour Nantes, 8 pour l'OGC Nice. Une très bonne efficacité, 52% de nos tirs ont été cadrés, hein, donc c'est plutôt pas mal. Un assez bon réalisme sur le terrain, mais on est quand même tombé sur un énorme Alban Lafont hier. C'est pas pour rien qu'il est dans l'équipe espoir, dans les U21 de l'équipe de France, notamment pour les tirs au niveau des stats, pour les tirs arrêtés, c'est 4 tirs arrêtés du côté de Alban Lafont et 5 tirs arrêtés du côté de Walter Benitez. Ce qui montre encore des statistiques très proches pour les deux équipes. Notamment Walter Benitez qui a été décisif sur la deuxième mi-temps et concrètement, on y reviendra plus tard, mais s'il n'avait pas été là, je pense que le match aurait été différent. On aurait peut-être même pu, je dis bien peut-être, pu le perdre. Au niveau des tirs dans la surface de réparation, donc 7 tirs du côté de Nantes et 10 tirs du côté de l'OGC Nice. Les tirs hors surface de réparation, 11 pour Nantes et 7 pour l'OGC Nice. Donc beaucoup plus de tirs hors surface de réparation pour Nantes, hein, puisque 11 tirs hors surface et 7 tirs dans la surface. Ce qui prouve bien que Nantes en deuxième mi-temps a eu beaucoup de mal à quand même percer la défense, le bloc défensif niçois. Je pense notamment à cette frappe de Ludovic Blas du côté de Nantes qui a été sortie par Walter Benitez. Une frappe magnifique, bien enroulée. Peut-être pas assez pour trouver la lucarne, mais en tout cas tirée hors de la surface de réparation. Ce qui a prouvé dans ce match d'hier la solidité de la défense niçoise puisque Nantes n'arrivait pas à percer le rideau défensif, contrairement à l'OGC Nice, qui a fait beaucoup
de tirs hors surface de réparation, notamment peut-être la frappe sur le poteau de Pierre Lesmelou, c'est celle que j'ai en tête, puisque 7 tirs hors surface pour 10 dans la surface, qui prouve aussi que l'OGC Nice tente un petit peu plus que euh, les matchs précédents où on voyait que l'OGC Nice essayait de se rapprocher le plus possible du gardien pour pouvoir tenter une frappe. Or là, dans ce match, Nice a tenté de tirer hors surface et c'est aussi un petit peu ce qu'on leur demande de temps en temps. Il faut tenter des frappes de loin. On sait jamais hein, sur un mauvais contre mal renvoyé ou si ça touche un montant et que ça peut revenir sur un attaquant niçois. Le but étant vite, ça laisse un petit peu plus d'opportunités pour marquer. Donc voilà, au niveau des tirs, maintenant on va passer au niveau des passes, les statistiques de passes. Et là, on va voir encore une fois que les stats sont très proches, puisque 426 passes réalisées pour le FC Nantes dans ce match et 441 passes réalisées pour l'OGC Nice. Donc encore une fois, là est mis en avant le fait que Nice n'a joué qu'une seule mi-temps et que le FC Nantes a joué l'autre partie de la mi-temps. Au niveau des pourcentages de passes réussies, c'est 79% de passes réussies pour le FC Nantes et 81% pour l'OGC Nice. Donc des stats encore une fois très très proches. Dans la moitié de terrain adverse, 70% des passes ont été réussies et dans la propre moitié de terrain, 88% pour l'OGC Nice et on est quasi pareil pour le FC Nantes. Au niveau des tacles, donc 24 tacles de la part du FC Nantes, 19 pour l'OGC Nice, c'est 64% de réussite au niveau des tacles pour l'OGC Nice. 19 tacles, 64% de réussite. Tout simplement, l'efficacité niçoise en première mi-temps a été décisif. Cette volonté de breaker rapidement nous permet de voir venir après les offensives nantaises. Clairement, c'est ce qu'on demande à chaque fois que Nice ouvre le score. Ce qu'on demande, c'est de breaker le plus rapidement possible et de voir même tuer le match pour se mettre à l'abri très rapidement, puisque une réduction de score, comme on l'a vu hier, ne peut nous empêcher de prendre les 3 points dans ce match. Donc ça a été quand même un match très compliqué, on va pas se le cacher. Donc 2 tacles sur 3 réussis. La victoire se joue clairement sur la solidité de la défense, la gestion de l'équipe adverse et surtout un grand Benitez, comme je l'ai dit un petit peu avant, un grand Benitez en deuxième mi-temps, puisqu'en première mi-temps, il n'a pas eu grand-chose à faire. Un combat acharné en milieu de terrain. Urcea l'avait dit en conférence de presse avant le match. Le match va être compliqué, c'est un match qu'il craignait, mais la combativité, l'esprit, le mental, cette cohésion d'équipe qui s'est créée depuis un petit peu plus de 3-4 matchs est en train de porter ses fruits, la confiance est en train de revenir et ce que disait Urcea quand il a repris l'équipe, le plus important c'est de redonner confiance aux joueurs, de redonner cet effet de groupe qui nous avait manqué depuis que Patrick Vieira avait repris l'équipe en main. Et maintenant, on va passer aux notes des joueurs. Et bien sûr, je vais désigner l'homme du match et je vais vous dire l'homme du match qui a été désigné par OneFootball, tout simplement. Donc c'est toujours pareil, ce sont les notes que j'ai données moi. Ce n'est pas des notes que j'ai prises sur l'équipe Nice Matin ou autre site internet. Et les appréciations que je mets, ce sont mes propres appréciations. Pardon pour le bafouillage. Donc premier joueur, Walter Benitez. Donc une grossière erreur en première mi-temps sur le but nantais, puisque oui, au final, Saliba rejette mal le ballon. Thuram a fait un mauvais marquage sur le buteur, mais à la base, pour moi, le plus gros fautif, c'est Walter Benitez qui doit sortir tout simplement sur ce corner. Il doit s'imposer, il doit mettre en avant son autorité aérienne, chose qu'il n'a pas fait. Mais par contre, il a été imparable sur la seconde mi-temps et il sauve le match. Pour moi, c'est un beau set.
Danny Luke, il a été assez malmené par Moses Simon sur son côté, du mal à contenir son vis-à-vis. Un apport offensif quasi nul. Bon, c'est un petit 5 parce que malgré tout, quand même, il n'a pas été catastrophique. Jean-Claire Todibo, précieux, une fois de plus en défense centrale. Il a été propre. Bonne relance, hein, solide dans la période de gestion de l'équipe adverse. Donc pour moi, c'est un beau petit 7 quand même pour Jean-Claire Todibo. Saliba, un petit peu en dessous de son niveau qu'on peut voir habituellement, fautif sur le but, mais comme je le dis, c'est à la base le plus gros fautif, ça reste quand même Walter Benitez, même si c'est une faute collective sur ce corner, puisque la passivité de la défense niçoise nous a coûté ce but. Donc pour moi, Saliba, je veux pas le tailler, mais c'est un petit 5 parce que je trouve qu'il est un petit peu en dessous. Camara, grosse puissance de jeu encore partout sur le terrain, un énorme apport offensif, il apporte de la vitesse dans les contre-attaques niçoises. C'est un beau set pour Camara, franchement, c'est mérité. Kefren Turam, alors il a pas fait le meilleur match comparé à Marseille, mais un gros match encore une fois. Kefren Turam qui confirme à l'origine des deux buts, c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui frappe en dehors de la surface et le ballon revient sur Kasper Dolberg qui peut mettre son deuxième but. Il est fautif au marquage, mais comme je l'ai dit pour Saliba et pour Benitez, la plus grosse faute pour moi c'est Benitez, mais elle reste collective, donc pour Thuram c'est un beau set. PLM, un poteau en seconde mi-temps, en début de seconde mi-temps, en dessous encore, en dessous du niveau qu'il peut produire. En fait, c'est ça qui m'énerve avec PLM, c'est qu'il peut produire un très bon football, en tout cas un football très simple, parce que c'est pas le plus tactique, c'est pas le plus technique, mais il est capable de faire beaucoup mieux. Pour moi, sur ce match, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, c'est moi, vous me direz en commentaire, mais pour moi, c'est un petit 5 pour PLM. ACM, Alexis Claude Maurice, je l'ai trouvé assez inexistant, très peu utilisé, beaucoup de déchets techniques. Pour moi, Alexis Claude Maurice sur ce match, c'est un 4, hein. C'est un petit 4 en tout cas. Amine Gouiri, grosse puissance de percussion, bien utilisé dans les offensives niçoises. Il lui manque juste le score en fait à Amine Gouiri, hein. Franchement sur ce match, il lui manque juste le score et c'est quasi le match pas parfait, mais en tout cas, c'est un très bon match d'Amine encore. Pour Amine, un 6 assez mérité. Maolida. Bon, je vais le fracasser, hein, moi je vous le dis, je vais le fracasser. Il nous a fait jouer à 10 contre 11, clairement, hein, parce que là ou pas là, Miziane Maolida, sur ce match, on joue à 10 contre 11. Perte de balle à chaque toucher de ballon, il perd la balle. Mauvais dribbleur, il arrive pas à dribbler ce garçon. Il te fait un dribble, mais il t'en fait pas deux. Et puis la plupart du temps, même le premier dribble, il ne passe pas. Même les bases pures du football, il y arrive pas. Pour moi, franchement, Miziane Maolida sur ce match, c'est un et pas plus. Je lui mets un parce qu'il a été présent sur le terrain pendant 1 heure. Voilà, enfin présent. Il était sur le terrain, quoi. Il trottinait, il visitait un petit peu le stade de la Beaujoire. Je sais pas s'il avait jamais vu auparavant, mais en tout cas, Maolida, c'est un. Et Kasper Dolberg, la note de Kasper Dolberg, tout simplement 2 buts, 5 tirs 100% cadrés, hein, impliqués en mouvement, son placement est efficace. C'est le retour du roi, c'est le retour du roi viking. Kasper Dolberg, c'est un beau, très beau 8. J'hésitais à mettre 9. S'il avait mis un troisième but ou une passe décisive, j'aurais mis un 9, mais en tout cas, enfin, c'est un 8, mais c'est un gros 8, hein, c'est un 8 pour Kasper Dolberg. Et pour moi, l'homme du match, hein, vous en doutez, par rapport aux notes que j'ai données, bien sûr, Kasper Dolberg, qui vraiment a fait une très bonne trêve internationale, où il a mis un doublé face je crois que c'était la Roumanie ou la Moldavie, je ne sais plus, qui met un doublé là hier. Et pour OneFootball, l'homme du match, bien évidemment, c'est Kasper Dolberg aussi. Voilà pour la note individuelle des joueurs. Et on va passer à l'analyse d'Adrian Urcea, notre coach. Alors Adrian Urcea, hier, c'est 3 changements. 3 changements
qui m'a paru assez bizarre, puisqu'habituellement, il n'en fait qu'un sur les 2 derniers matchs, hein, en l'occurrence. Là, il en a fait 3. Donc, Danny Luc pour Lotomba, Miziane pour Lopez, là, tu m'étonnes, et Ndoye pour Guiri. Donc j'ai trouvé Adrien Urcea qui a eu une très bonne gestion du groupe. Sortir Danny Luc, qui a été quand même assez souvent dépassé par Simon, plus la fatigue de la trêve internationale, j'ai trouvé que le faire sortir, c'était pas plus mal, surtout pour mettre Lotomba qui lui aussi revient de la trêve internationale, donc il y a quand même du rythme dans les jambes. Donc c'était plutôt pas mal. Lopez qui rentre pour Miziane, bon, ben là, je sais même pas pourquoi il ne l'a pas sorti. En fait, j'aurais été lui, je l'aurais sorti à la fin de la première mi-temps. On reprend le match, on joue à 11 contre 11, quoi. Tu vois, c'est bon. Jusque-là, normal. Et Ndoye qui rentre pour Gouiri. Et là où j'ai été assez étonné de la part de Adrien Urcea, c'est qu'il est resté vachement offensif malgré le pressing de Nantes, puisque il fait quand même, bon, il fait sortir Daniluk, ce que j'ai trouvé normal, il fait sortir Miziane et Gouiri pour des changements, donc poste pour poste, à part Ndoye, mais poste pour poste, mais il reste très offensif. Et en fait, j'ai trouvé que Adrien Urcea, il a voulu peut-être garder à l'esprit que en contre, ben, un Ndoye tout frais peut peut-être faire la différence et mettre l'équipe à l'abri en fin de match, puisqu'il est rentré à la 83e minute. Donc, j'ai trouvé qu'il était très bon dans cette gestion du groupe, dans ses analyses. Hein. Il demandait souvent de mettre de la vitesse, d'être plus rapide dans la transmission de passes, hein, vraiment. Et puis, en vrai, si tu réfléchis bien, c'est une défense centrale qui est bien en place. C'est pas nécessaire pour ma part, je ne suis pas coach, mais après, pour moi, c'est mon analyse, pas nécessaire dans un pressing pareil comme a pu faire Nantes hier dans la deuxième mi-temps et notamment dans les dernières minutes, les 15 dernières minutes. C'est pas la peine de faire rentrer un défenseur central tout frais, puisque tu fais rentrer un défenseur central avec l'intensité que mettait Nantes pour essayer d'égaliser. Il faut que le garçon il soit dans le match direct. Le faire rentrer en cours de match avec ce pressing là, c'est un risque. Tu rajoutes même un défenseur. C'est un risque parce que le mec il vient de s'échauffer, il est pas chaud, tu vois, il a pas le temps de se mettre dans le bain, il faut qu'il soit au charbon direct. Donc j'ai trouvé que franchement Adrien Urcea a eu, franchement c'était un très bon match de sa part. Si je devais le noter, ouais, je mettrais un bon petit 7 pour Adrien Urcea par rapport à cette gestion de groupe, hein. C'est surtout ça, les choix qu'il a fait au niveau des changements, cette mentalité de toujours être quand même porté, avoir un petit une petite pensée sur quand même l'offensive, malgré qu'on soit mené, que on est dans la gestion de l'équipe adverse. Voilà, j'ai trouvé que Adrien Urcea a été assez combattant et n'a jamais lâché le côté offensif dans ce match. Et maintenant, on va passer sur qu'est-ce que Nice aurait dû faire pour gagner un petit peu plus largement, pour se mettre à l'abri complètement, pour faire peut-être un match quasi parfait. Tu le sais maintenant depuis que je fais des podcasts. Je fais toujours cette petite analyse-là. Ben déjà, il aurait fallu un Benitez qui doit rassurer l'équipe, un Benitez qui doit euh, impliquer, qui doit s'imposer autoritairement sur les sorties, ce qui nous aurait évité de se prendre ce but nantais, en tout cas cette réduction du score. Vraiment, déjà, sur ça, Benitez doit travailler à l'entraînement de ses sorties, doit travailler les duels aériens, parce que vraiment, c'est son gros point faible pour moi, c'est les sorties. Il a du mal, et le mec fait quand même 1m90. Avec 1m90, tu tends les bras, ça fait 2m5, hein. Donc il faut y aller, il faut vraiment essayer de sortir sur les corners, les coups francs, ne pas hésiter à sortir sur les centres adverses. Voilà. En première mi-temps, j'ai pas grand chose à dire, hein. Vraiment une bonne prise de décision de la part de chaque joueur, une bonne projection vers l'avant, grâce notamment, je l'ai dit tout à l'heure, à notre récupération très haute, une vitesse d'exécution que j'avais pas vue depuis très longtemps, parce que même contre Marseille,
Il y a eu de la vitesse d'exécution, de la vitesse dans la projection, mais je trouvais qu'en première mi-temps, hier, c'était très fluide, c'était très rapide, et c'est comme ça qu'on a réussi à prendre de court les Nantais qui n'ont pas su gérer cette vitesse de la part de nos Niçois. En deuxième mi-temps, par contre, j'aurais aimé un pressing un petit peu plus haut justement pour prendre les Nantais en contre et éviter de subir ce qu'on a subi dans cette deuxième mi-temps, de faire le choix de leur laisser le ballon en étant confiant sur la solidité de la défense et la solidité de l'organisation de l'équipe. L'équipe a quand même été bien organisée, mais j'aurais aimé un milieu de terrain un petit peu plus organisé en patron du jeu, sachant mettre à disposition les clés pour débloquer ce match et puis surtout débloquer cette situation dans laquelle on était hier. Je pense que avec un milieu plus organisé, on aurait pu, on va dire, selon les séquences de jeu, plutôt conserver le ballon, créer des ouvertures, chercher des espaces, essayer de temporiser quand on voit que le match est un petit peu en train de s'affoler et que on a du mal à gérer la pression adverse. Mais voilà, j'aurais aimé un milieu bien plus organisé que ça pour éviter de tout reposer sur un bloc défensif vachement bas parce que oui, on a été bon dans la gestion de l'équipe adverse, mais sans Walter Benitez, c'est pour ça que j'y en veux pas sur sa sortie, sa non-sortie sur le but nantais, parce que derrière, il a assuré le garçon, il a tenu la baraque jusqu'à la 94e minute, et si on gagne ce match, c'est bon, notamment bien sûr grâce à Kasper Dolberg, mais aussi d'autre part grâce à Walter Benitez. Voilà les amis, c'était l'analyse dans le podcast. Donc l'analyse de Nantes-Nice, 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Je n'ai pas de questions de la communauté pour ce podcast. Je pense que je n'aurais peut-être pas eu le temps. Oui, j'aurais pu avoir le temps d'en traiter peut-être une ou deux. Ça sera pour le prochain podcast. Et le prochain podcast, ça sera donc le match à l'Alliance Riviera, Nice-Reims, 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et si, pourquoi pas, on partait sur un 6e match sans défaite et surtout une victoire à domicile et pourquoi pas, même si je fais partie des, de la communauté qui ne croit plus aux capacités de l'OGC Nice de se qualifier en Europe, mais est-ce que on tenterait pas d'aller chercher cette UEFA Conference League, hein, la 5e place, pourquoi pas, c'est pas impossible, c'est à notre portée. Après, la question, on en parlera peut-être, vous me direz en commentaire, dans le prochain podcast, tout dépend du score du match. Est-ce que il vaudrait mieux pas pour la saison prochaine éviter l'Europe et se concentrer uniquement sur le championnat, voire peut-être la Coupe de France, ou est-ce que non, il faudrait plutôt aller l'accrocher pour pouvoir essayer d'attirer cet entraîneur qu'on veut tant, cet entraîneur de qualité, et ces joueurs aussi, attirer les joueurs qui sont aussi plus concernés par jouer l'Europe quand ils arrivent dans un nouveau club, mais aussi bien sûr la qualité de l'entraîneur, ça fait toute la différence pour une équipe. Allez, sur ce, Amic Nissart, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, c'est-à-dire lundi prochain, Nice-Reims. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.